Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette leçon sur les ressources à ménager et à mieux utiliser. Et donc nous allons aujourd'hui corriger, donc comme je vous l'avais dit, ce travail que je vous ai demandé donc de prélever des informations dans différents types de documents sur donc le Brésil. Et on va donc corriger ensemble. À chaque fois, je vais vous montrer les documents et essayer de vous montrer comment on pouvait trouver les réponses dans les documents. Et puis ensuite, je vous mettrai le diapo où vous pourrez avoir la correction écrite et faire pause pour corriger tranquillement. Allez, on est parti. Donc, sur ce graphique, certains m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient du mal à repérer. Pourtant, on avait déjà travaillé sur un graphique quand on a fait l'étude de cas sur l'Inde, sur la population de l'Inde et sur la croissance démographique. Et je vous avais dit, il faut regarder donc le début, par exemple. Ici, donc, on voit bien qu'en 1970, si je monte, on était à peu près à 700 kg de pétrole par habitant consommé. Et à partir de 2012, donc je remonte, je m'arrête à la courbe et puis je vais voir en face, effectivement, je passe à 1400 kg de pétrole consommé par habitant. Donc, quand je vous demande aussi donc la proportion, 700 x 2, ça fait 1400. Donc, on peut en conclure que la consommation d'énergie au Brésil en une quarantaine d'années a doublé. Alors, on peut aussi l'expliquer grâce à autre chose. Donc déjà, je vous avais montré aussi avant de vous lancer dans l'étude de cas que la population en fait au Brésil, si on regarde, là j'ai bien fait les deux traits pour que vous voyez bien, pour lire sur le graphique, on s'aperçoit, et encore le graphique ne va même pas jusqu'en 2012, que la population de la même manière, elle a doublé. En effet, elle a doublé parce que, en fait, je n'ai pas pu tracer le trait à l'extérieur, la population arrive en fait par là. Donc on passe en fait finalement de 100 millions de personnes à presque 200 millions de Brésiliens. Donc il y a bien un lien entre ces deux graphiques. Si la consommation d'énergie a doublé, c'est aussi tout simplement parce que sa population a doublé. Et il y a une autre raison qui s'explique aussi, et c'était dans le petit texte que vous aviez écrit en dessous du graphique, c'est que le niveau de vie a globalement progressé, s'est amélioré au Brésil. Et donc, les gens ont davantage le moyen de consommer d'énergie, de payer leurs factures d'énergie. Donc, c'est une autre raison, c'est l'amélioration du niveau de vie au Brésil et l'augmentation de la population, les deux à la fois, qui expliquent que le Brésil consomme 2 fois plus d'énergie qu'en 1970. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous rappelle, c'est toujours pareil pour lire un graphique. On trace à la date où on cherche, on s'arrête à la courbe et on regarde en face ce que cela donne en fonction de la thématique que ce soit de la population, de la consommation d'énergie, etc. C'est toujours la même méthode. Alors, côté correction, donc, on avait une première question, comment la consommation d'énergie a-t-elle évolué au Brésil depuis les années 70 ? On pouvait répondre tout simplement, elle a doublé. Et à la question 2, comment s'explique cette évolution ? Le fait est qu'elle est doublée. Eh bien, on pouvait mettre tout simplement, elle s'explique par l'élévation donc du niveau de vie et le développement économique du pays. Ça veut dire qu'ils sont plus riches. La population a également donc doublé pendant la même période, donc les besoins énergétiques ont doublé. C'est logique. C'est ces deux arguments, amélioration du niveau de vie et doublement de la population, qui expliquent ce doublement de la consommation d'énergie. Donc je vous le redis, faites pause si vous voulez corriger précisément votre étude de cas, puisqu'elle fait partie de notre leçon, elle sera collée à gauche et on commencera la leçon à droite. Alors, deuxième document, on avait ici donc une sorte de camembert, comme on les appelle, avec les différentes sources d'énergie. Effectivement, on a d'un côté les énergies fossiles, alors fossiles, parce qu'elles ne sont pas renouvelables. Ce sont des énergies qui, une fois qu'on a épuisé un gisement de pétrole, il n'y a plus de pétrole, il ne va pas revenir de sitôt, ou en tout cas, si je nuançais, le pétrole peut se reconstituer, mais il va se reconstituer sur des millions d'années. Donc on considère qu'il est épuisé à l'échelle humaine. À l'échelle géologique, il va se reconstituer, c'est l'histoire de la naissance de la Terre, mais à l'échelle humaine, à notre échelle à nous, on considère que ces ressources sont épuisées. Et par contre, les énergies renouvelables sont des énergies
qu'on peut en permanence créer, recréer, parce qu'elles utilisent souvent des énergies naturelles. On va le voir et on va l'expliquer un peu plus en détail au fur et à mesure de la leçon. Alors, nous avions une question qui était posée, c'était quelles étaient, il me semble, je reviens sur la question, quelles étaient les principales sources d'énergie au Brésil. Donc on le voit bien sur le graphique, les principales sources d'énergie au Brésil sont le pétrole et le gaz, plus de 50%, mais aussi les biocarburants. Alors les biocarburants, ce sont des carburants liquides qui sont issus en fait de la transformation de matières végétales qui sont produites par l'agriculture, du maïs, de la canne à sucre. Et ils utilisent aussi l'hydroélectricité en grande quantité, c'est-à-dire une énergie qui utilise l'énergie, en fait, tout simplement la force du débit des fleuves, des rivières, des chutes d'eau, des courants marins. Voilà, on utilise l'énergie tout simplement de l'eau pour produire de l'électricité. D'accord ? Alors je reviens un petit peu en arrière, je vous remettrai cette diapo, ne vous inquiétez pas. Donc si on regarde bien, vous voyez là on a à peu près 50% de pétrole et de gaz, quand même 30% c'est énorme de biocarburants parce qu'on va parler de l'agriculture justement au Brésil, l'hydroélectricité 13%, puis après c'est très négligeable. Voilà, le reste est très peu utilisé, par exemple l'énergie solaire, on utilise le soleil ou éolien, le vent, c'est extrêmement minoritaire. C'est surtout les biocarburants, le pétrole et le gaz et quand même l'hydroélectricité parce qu'on a des fleuves qui sont très puissants au Brésil. Je vous remontre la carte que je vous avais déjà montrée, effectivement, avec, on voit bien les barrages hydroélectriques parce qu'il y a des fleuves un petit peu partout. Alors c'est vrai que sur le dessin on ne voit pas trop. Là. Sur la carte, les fleuves qu'on a à chaque fois ne se voient pas forcément beaucoup, dont le fleuve Amazon, qui est quand même le fleuve qui a le plus fort débit du monde. C'est-à-dire que le débit, c'est le nombre de mètres cubes par seconde qui est déversé. Et l'Amazone est le fleuve qui a le débit le plus fort au monde. Et puis on a aussi le pétrole, je vous l'avais montré la dernière fois, qui se trouve en fait dans des gisements en pleine mer. Donc on va forer en fait le plateau continental ou le fond marin. Et puis on va faire des tubes en fait qui vont faire remonter le pétrole sur des plateformes pétrolières pour extraire et ensuite raffiner plus tard le pétrole. Et on a aussi toutes ces cultures de canne à sucre qui sont construites dans la forêt justement amazonienne. C'est bien le problème dont on parlera à la fin de cette leçon d'aujourd'hui. Effectivement, on a de plus en plus un agrandissement en fait de ces zones agricoles pour produire justement des biocarburants, donc produire des sources d'énergie. Je vous remets donc, d'ailleurs, regardez, puisque dans la fiche d'étude de cas, c'est l'occasion de le voir, le barrage que vous avez en photo dans le document 7, il se situe ici, et le barrage dont on vous parlait dans le texte, il se situe ici. D'accord ? Alors, je vous remets donc la diapositive qui corrige. Donc là, je vous remets ça ici. Et dans la question numéro 2, quels sont les plus utilisés ? Et en vous aidant du document 1, préciser quelles sont leurs particularités. Bien ici, tout simplement, je remets que c'est surtout à 50% des énergies fossiles, du pétrole et du gaz, qui sont des ressources qui s'épuisent, donc qui ne sont pas renouvelables, mais il y a quand même à 45% des énergies renouvelables, des biocarburants, de l'hydroélectricité. Donc c'est presque moitié-moitié. On n'est pas loin, effectivement, c'est ça qui est plutôt positif, c'est que le Brésil s'est énormément investi dans le développement des énergies renouvelables, donc à une vision, on va dire, à long terme. D'accord. Alors, on n'hésite pas à faire pause pour compléter ce qui vous manque. Ne vous inquiétez pas, ces définitions, on les retrouvera dans le côté leçon, puisque je vous les ai remises, mais c'est pour que ce soit bien clair. Alors, le document suivant. Donc, dans ce document 3 que l'on avait lu, on parlait de la découverte du pétrole, donc au Brésil, puis de la découverte récemment d'un nouveau gisement de pétrole, donc au large des côtes brésiliennes, et donc effectivement qui augmenterait considérablement aussi ses réserves. Alors, côté, effectivement, qu'est-ce qu'on devait relever ? Déjà, quelle est la ressource qui avait été découverte dans les années 1990 ? Alors, les années 90, ça va de 1990 à 1999. Donc là, effectivement, on vous le dit, on a découvert, c'était facile comme question, le pétrole, et puis le pétrole qui se situe donc sous la mer, au large des côtes brésiliennes. C'est pour ça qu'on parle de pétrole offshore. Et ensuite, je vous demandais d'expliquer ce que signifie le mot autosuffisant, puisqu'en fait, avec toutes ces découvertes, depuis 2006, en fait, les Brésiliens sont autosuffisants. Alors, c'est très simple. Dans autosuffisant, il y a auto, moi-même, et il y a suffisant, suffire. Donc, si on inverse les deux mots, ça veut dire que l'on se suffit
à soi-même, autrement dit que le pétrole produit au Brésil suffit à alimenter tous les besoins en pétrole du pays. Il n'a pas besoin, en fait, avec la découverte de ces nouveaux gisements, d'importer du pétrole d'autres pays, ce qui coûte toujours de l'argent. Alors, côté exercice, donc là on va pouvoir noter les réponses. Alors, quelle source d'énergie a été découverte dans les années 1990 au Brésil? On a dit c'est le pétrole. Question numéro 2. Où est située principalement cette ressource? L'essentiel du pétrole est offshore. Ça veut dire qu'il est situé dans la mer, dans l'océan, dans l'eau. Il n'est pas extrait sur terre. Question numéro 3. Ah bah tiens, je ne l'ai pas souligné en noir et noir. Que signifie que le Brésil est autosuffisant? Ça signifie qu'il possède suffisamment de réserves pétrolières. Il n'a pas besoin en fait d'en importer des autres pays. Voilà. Alors, ensuite, j'essaie de ne pas aller trop vite pour vous. Alors, document 4. Alors, dans ce document, en fait, ça racontait l'histoire d'un agriculteur brésilien, Fortunato da Silva, qui effectivement avait l'air d'un extraterrestre. Pourquoi? Parce que les Brésiliens sont fans, vous savez, de football, et alors lui ne réagit absolument pas quand il voit le maillot, comme on dit, le plus célèbre du monde, de football. Pourquoi? Et on le comprend très très rapidement. Donc parce que effectivement, Fortunato, il n'a jamais eu l'électricité chez lui. Alors on pourrait penser que c'est un cas isolé, et c'est pour ça que je vous pose la question, mais en réalité, 242 000 familles brésiliennes n'ont jamais eu accès à l'électricité au Brésil. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un vrai problème. C'est toujours pareil, dans toutes ces leçons de géographie qu'on fait en 5e, c'est la question de l'inégalité qui revient en permanence. Et on voit ici que certes, le pays soi-disant autosuffisant en termes d'énergie, mais on s'aperçoit que finalement, il y en a chez qui l'énergie n'arrive pas. Donc certains n'en profitent pas, certains surconsomment, et d'autres ne consomment pas d'électricité parce qu'il n'y a pas de réseau électrique qui arrive jusqu'à ces régions, et notamment dans ces régions, ce sont des régions, le nord-est du Brésil, qui sont parmi les régions les plus pauvres en fait du pays, qui est quand même un très très grand pays. Alors, côté donc question, c'est ce texte-là, on va pouvoir mettre les réponses. C'est évident, je crois qu'il n'y avait qu'une question. Tous les habitants, est-ce qu'ils ont un accès suffisant à l'électricité? C'est clair que non, et je vous demandais de justifier, parce que souvent, en fait, effectivement, vous m'écrivez oui ou non. Et en 5e, effectivement, on vous demande déjà, et même en 6e, de répondre oui parce que ou non parce que. Donc, effectivement, on va répondre non, parce qu'on sait qu'il y a 240 000 habitants dans le nord-est du Brésil qui n'ont jamais eu accès à l'électricité, comme Fortunato, et que c'est parce que c'est justement la région la plus pauvre du Brésil. Donc, l'État a moins développé ses infrastructures dans cette région et a un retard à rattraper effectivement dans ce domaine. On va passer maintenant au document 5. Alors, le document 5, c'était une photo, une belle photo d'ailleurs, de ce barrage gigantesque d'Itaipu. Et je vous demandais en fait à quoi ça servait, comment ça fonctionnait finalement un barrage. Et pour en fait mieux répondre à votre question, je sais que c'était un petit peu difficile, je ne sais pas si vous avez été chercher sur internet comment fonctionnait une centrale hydroélectrique. Moi je vous propose de regarder une petite vidéo qui vous montrera comment ça fonctionne en fait et comment on arrive à produire de l'électricité justement sur ce type d'infrastructure. Alors, on va la regarder ensemble. Et on est parti, j'espère que vous comprendrez mieux, c'est une histoire de chute d'eau et de hauteur de chute d'eau. Allez. Les centrales hydrauliques sont dites de haute chute lorsqu'elles sont situées en altitude. Elles bénéficient généralement de dénivelées très importantes entre le barrage qui retient l'eau et l'usine où est produite l'électricité. L'eau provient des précipitations et de la fonte des neiges. Elle est acheminée par des galeries d'adduction ou le cours des torrents jusqu'au lac de retenue. Ainsi, l'eau est stockée et peut être dirigée à la demande vers la turbine par différents ouvrages, canaux d'amener, galeries creusées dans la montagne et conduites forcées. La puissance de la centrale dépend de deux paramètres, le débit de l'eau et la hauteur de chute. Dans ce cas, le débit est assez faible, mais la hauteur de chute est très importante. La centrale est équipée d'une turbine de type Pelton. Celle-ci est mise en mouvement par un jet qui se partage sur l'arête médiane du Nova de Godet
et prend de la vitesse en quelques minutes. La force du jet est ajustable et toute l'énergie est pratiquement transmise à la roue. Pour une hauteur de 1000 mètres, l'eau jaillit des injecteurs à une vitesse de 140 mètres par seconde. Pour améliorer le fonctionnement, on peut utiliser plusieurs jets. La turbine entraîne dans sa rotation un alternateur qui, lui, produit l'électricité. Enfin, l'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau de transport d'électricité par l'intermédiaire d'un transformateur. Voilà, donc c'était une petite vidéo courte qui vous permet bien en fait de comprendre. Je vais essayer de trouver le passage. Mais là, on retrouve effectivement le lac de retenue. Et si je reviens sur l'image d'avant, vous l'avez ici. Et donc, il y a tout un tas de canalisations que vous avez vues qui permettent de capturer l'eau et de la faire passer très très vite. Et ensuite, dans l'usine hydroélectrique, ici, ça fait tourner une turbine qui elle-même fait tourner un alternateur qui va produire de l'électricité. Et l'avantage de ces énergies, c'est qu'elles ne produisent pas en plus de gaz à effet de serre, donc c'est une énergie verte. Et comme le Brésil dispose d'énormes, comme je vous disais tout à l'heure, d'énormément de fleuves, c'est une énergie qui est très utilisée. Alors, côté exercice, donc on peut répondre aux questions à présent. Donc, que représente cette photographie? Elle représente le barrage et la centrale hydroélectrique d'Itaipú. Et comment fonctionne le barrage d'Itaipú et à quoi sert-il? Donc un barrage en fait retient l'écoulement de l'eau en amont. En amont, pensez que c'est la montagne, et en aval, c'est vers la vallée. C'est pour ça qu'on parle d'amont et d'aval. Donc en haut, on va dire plus simplement, l'eau est retenue sur un lac, on la capture. La force de l'eau en fait en tombant fait tourner une turbine, vous l'avez vu dans la vidéo, qui fournit une énergie puisqu'elle est reliée en fait à un alternateur. Et elle va ensuite produire de l'électricité qui va être augmentée, par exemple transformée en 220 volts ou en 420 volts par tous les câbles électriques et puis ensuite emmenée jusqu'aux maisons, aux usines, au commerce pour alimenter en électricité tout le monde. Alors, document 6. Alors, dans ce document-là, donc on avait effectivement un extrait de la présidente à l'époque, Dilma Rousseff, qui soulignait effectivement l'avancée du Brésil dans le fait que son pays s'était tourné très largement vers les ressources renouvelables. Donc ici, on vous demandait de relever les 3 objectifs du fait qu'on essaye de développer les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, les biocarburants. Pourquoi les pays essayent de développer ce type, d'énergie verte? La première raison, c'est de ne pas dépendre du pétrole. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, le pétrole, en fait, suit les cours de la bourse, et en fonction de la production de pétrole, le coût du pétrole, en fait, peut monter, peut descendre, et généralement, il passe sa vie à monter, et en tout cas, quand le prix du pétrole et du baril de pétrole dans les pays du Moyen-Orient, qui sont les principaux producteurs de pétrole, le problème, c'est que le prix baisse du baril, mais le prix, quand on va prendre son essence à la pompe, ne baisse pas. Ça, c'est tout le miracle, en fait, de la chose. Bon, je ne vais pas développer plus parce qu'on n'est qu'en 5e, on sera en 3e, je vous expliquerai un peu plus tout ça en détail, mais c'est pas ce que je vous demande aujourd'hui de retenir. Donc, la première chose qu'on doit retenir, c'est qu'évidemment, plus on développe ce type d'énergie, moins on a besoin d'utiliser le pétrole, et on sait qu'en plus, le pétrole est une énergie non renouvelable. Donc, quand elle sera épuisée, il n'y en aura plus. Alors que les énergies vertes renouvelables n'ont pas de limite. Ensuite, il s'agit, dans la même phrase, d'assurer l'indépendance énergétique du pays. Donc, quand, par exemple, l'indépendance, ça veut dire quoi? De l'énergie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'importer d'autres pays, d'autres sources d'énergie, puisqu'on en produit nous-mêmes assez. Donc, c'est l'objectif du Brésil, c'est de ne plus du tout importer de pétrole, de gaz, de tout ce qu'on veut, toute forme d'énergie ailleurs. Et le but du Brésil, c'est que qu'il produise tout ce dont il a besoin sur son propre territoire, comme ça il n'a pas besoin d'importer, et donc il est autonome. Il n'est pas soumis à la pression, par exemple, d'autres pays qui pourraient lui faire du chantage en lui disant, écoute, tu importes, je vais vous prendre un autre exemple. En Europe, par exemple, on importe à plus de 50% de notre énergie, notamment du pétrole, du gaz de Russie. Bon, si on s'entend mal avec la Russie à un moment donné, c'est souvent le cas, la Russie peut très bien nous dire, écoutez, votre gaz et votre pétrole, nous, on va plus vous le donner, ou alors on va augmenter les prix, et là, on se retrouve prisonnier. Donc, on comprend bien à quel point c'est très très important qu'un pays soit autonome énergétiquement, parce que
L'électricité, l'énergie, c'est ce qui fait fonctionner toute l'économie d'un pays. Donc si on dépend des autres pour ça, ou d'autres pays pour ça, ben évidemment c'est un vrai problème. Le troisième argument, c'est qu'il faut absolument abaisser les émissions de CO2, puisque vous savez, c'est lié effectivement au problème du réchauffement climatique. Donc les énergies renouvelables sont des énergies non polluantes, on va dire, je le dis un petit peu rapidement parce que ce n'est pas forcément exactement le cas, mais en tout cas ça l'est plus que le pétrole ou le gaz, qui sont des énergies beaucoup plus polluantes. Et donc côté exercice, on pouvait tout simplement rajouter donc les réponses. Premièrement, on s'aperçoit que les trois raisons, c'est déjà ne pas dépendre du pétrole, qui est une énergie non renouvelable et qui pourrait être en partie importée aussi d'autres pays. Bon, là ils sont autosuffisants depuis 2006, donc ils n'ont pas besoin de l'importer, mais ils savent très bien qu'à terme il n'y en aura plus. Il s'agit aussi d'être indépendant énergétiquement, donc de ne pas dépendre des autres pays, en produisant tout ce dont on a besoin énergétiquement dans le Brésil, et enfin de réduire les émissions de CO2. Et de quoi sont responsables les gaz à effet de serre, les gaz et les émissions de CO2, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez compris, en fait, ils sont responsables, c'est ça le problème, du réchauffement climatique à l'échelle de la planète. Alors pour que ça soit bien clair, justement, aujourd'hui je vous ai préparé plein de petites vidéos pour que ce soit plus clair, et plus sympathique aussi. Et du coup, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée qui explique bien qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique et pourquoi extraire ce type d'énergie, par exemple le pétrole ou le gaz, et pourquoi toutes les activités humaines en soi aussi contribuent au réchauffement climatique. Alors, je vous montre cette petite vidéo, donc comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes. On regarde ça ensemble et vous allez mieux comprendre ce qui se passe. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes,
ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Bien, alors j'espère que vous avez mieux compris à travers cette vidéo en fait les enjeux très importants qu'il y a derrière, parce que c'est bien beau effectivement de produire de l'énergie, c'est nécessaire pour qu'une économie, un pays fonctionne, mais d'un autre côté, il y a énormément de points négatifs puisque la production de certaines énergies est extrêmement polluante, en CO2, vous avez bien vu les petites bulles de CO2 partout qui ont considérablement augmenté en un siècle. Et puis on voit que toutes ces activités humaines produisent aussi, et contribuent au réchauffement climatique avec les 4 conséquences qu'on a vues, qui sont bien expliquées, avec notamment la montée des eaux, on a de plus en plus de périodes caniculaires. Il suffit de voir que pendant les 5 premières semaines du confinement, on se serait cru au mois de mars en plein mois de juin, où il faisait entre 20 et 25 degrés quasiment tous les jours. Ça c'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Au mois de mars il pleuvait, il faisait moche, et effectivement il y avait des épisodes de beau temps, mais pas autant qu'on peut en avoir. On voit même qu'en ce moment on n'est même pas encore au mois de juin, que déjà on a des 30 degrés quasiment en plein soleil, en tout cas en température ressentie. Donc plus ça va, plus effectivement on le sent ce réchauffement climatique. Alors, document suivant, on avait donc effectivement, on commençait à aborder les aspects négatifs aussi, sous un autre angle par rapport aux aspects humains. Donc un barrage, donc ça c'est l'autre barrage qui est au nord du Brésil, le Belo Monte. Et ici, effectivement, on voyait bien un certain nombre de soucis. Et il fallait classer donc les arguments négatifs de ce texte. Alors moi, ce que je vous ai conseillé à certains, c'est d'abord de souligner les points positifs. Et puis après, par exemple, de souligner les points négatifs. Et quand on avait tout ça, c'était plus facile après de le classer en fait dans le tableau. Si on relie ensemble, on voit bien qu'ici, ça c'est plutôt positif, de quoi éclairer 18 millions d'habitants ou répondre à 20% des nouveaux besoins énergétiques. Oui, ça permet effectivement d'amener l'électricité à un certain nombre de gens qui ne l'avaient pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? Je lis en diagonale. D'un côté, le dynamisme donc, de la 7e économie mondiale, ses besoins énergétiques gigantesques, sa volonté de désenclaver ces régions, c'est-à-dire qu'elles soient plus accessibles, moins isolées, notamment les régions les plus pauvres. D'offrir aussi des emplois à des milliers de Brésiliens, parce que tout ça, ça amène du travail. Il s'agit aussi quand même, et là c'est un point négatif, de protéger les Indiens qui vont être chassés de ces terres. Pourquoi? Parce qu'on va produire des terres agricoles pour pouvoir produire des biocarburants. Donc les Indiens qui habitaient dans la forêt amazonienne sont chassés, on les dépossède de leurs terres, alors que ces terres leur appartiennent. D'ailleurs, vous connaissez peut-être qu'il y a un Indien qui est très célèbre, qui a monté une association depuis des dizaines d'années, une association en fait d'Indiens qui se bat pour regarder effectivement, et qui va dans les pays du monde entier pour défendre en fait la cause de la forêt amazonienne. Vous l'avez certainement déjà vu dans des informations. Et effectivement, il y a aussi dans la forêt amazonienne, c'est pas simplement une forêt, c'est le poumon de la terre, la forêt amazonienne. Donc quelque part, si on n'arrête pas de la raser, les conséquences sont dramatiques. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer dans 2 autres vidéos juste après. Alors, ce qu'on peut garder comme réponse, c'est que déjà, quels sont les acteurs qui s'opposent à la construction du barrage? Ce sont les Indiens qui sont chassés de leur territoire. Et pour la deuxième question, relever les arguments qu'on fait dans le tableau, on pouvait tout simplement les classer. Effectivement, d'un coup, oui, ça permet, donc là c'est plutôt la société, c'est tout ce qui est lié à la vie des gens dans la société, oui, ça permet d'éclairer 18 millions d'habitants en plus. Le point négatif pour les gens, par contre, c'est que les Indiens, eux, sont chassés de ces territoires, soit pour trouver de nouveaux gisements pétroliers, soit pour construire de nouvelles terres agricoles et faire des biocarburants. Bref, eux perdent leur habitat et toute la faune et la flore est endommagée par le fait que cette forêt amazonienne ne cesse d'être défrichée. Côté économie, il n'y avait pas de point négatif, c'était plutôt un point positif puisque 20% des besoins énergétiques seront satisfaits en plus, et puis ça crée des emplois. Donc là, il n'y avait pas de point négatif.
Par contre, sur l'environnement, il n'y a pas de points positifs, c'est l'inverse, il n'y a que des points négatifs, c'est qu'il y a une dégradation du bassin amazonien, dégradation de la forêt, de la faune, de la flore, donc ça a des conséquences aussi désastreuses. Or, je vous le redis, la forêt amazonienne, c'est la plus grande forêt du monde, et elle a vraiment un rôle à l'échelle de la Terre, de la planète entière, ce qu'on va voir dans une vidéo après. Alors, j'espère que vous avez eu le temps donc, de corriger tranquillement toutes vos réponses et que vous avez compris si vous avez fait des erreurs, quelles étaient les bonnes réponses. N'hésitez pas aussi à me contacter sur Pronote quand vous avez des petits soucis, c'est ce qu'ont fait certains élèves. Et puis, dans un deuxième temps, voilà, pour finir, je vais vous demander une mission particulière. On va regarder ensemble en fait 2 petites vidéos sur justement la déforestation de la forêt amazonienne et ses conséquences. Et à la fin, en fait, avec ces 2 petites vidéos, je vais vous demander en fait de faire un petit résumé, en fait, comme un petit journaliste, de ce que vous avez vu, qui résumerait en fait les idées principales de ces 2 vidéos. Donc on va regarder la première ensemble, ensuite on regardera la deuxième. Alors j'en ai mis 2, pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à choisir entre les deux en fait se complètent et apportent des informations différentes. Du coup j'ai choisi de mettre les 2. Allez, on est parti. Si loin, là-bas, la déforestation, 13 millions d'hectares de forêts tropicales disparaissent chaque année. C'est un quart de la France. Toutes les 2 secondes, un terrain de football se volatilise là-bas, au Brésil, en Indonésie ou dans le bassin du Congo. La déforestation, si loin, mais pourtant si proche de nous, la destruction des forêts tropicales est à l'origine d'1/5 des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est plus que le secteur du transport au niveau mondial. Là-bas au Brésil ou dans le bassin du Congo, certains bois sont pillés, coupés sans autorisation. Les entreprises forestières profitent du manque de moyens, de contrôle et de la corruption des autorités. Ici, ce bois entre sur le marché européen avec de faux papiers, puisqu'aucune loi n'existe vraiment pour le contrôler. On le retrouve dans nos parquets, nos contreplaqués, nos meubles de jardin en bois tropical. Là-bas, dans l'Amazonie brésilienne, on rase les forêts pour y faire paître des bovins. Ici, cet élevage alimente la production de cuir pour nos baskets, nos sacs à main, parfois pour des marques prestigieuses. Là-bas, le Brésil est fier d'être le numéro 1 de l'élevage au niveau mondial, et la déforestation fait du Brésil le 4e pire émetteur de gaz à effet de serre. Là-bas, en Indonésie, les forêts sont rasées pour la culture d'huile de palme. Ici, l'huile de palme est transformée en huile végétale que l'on trouve dans les pizzas, les chips, la margarine, les shampoings, les détergents. Et la déforestation fait de l'Indonésie le 3e émetteur mondial de gaz à effet de serre, donc le 3e pays pollueur de la planète, juste derrière la Chine, les États-Unis et devant le Brésil. Ici, pour rendre les voitures moins polluantes, on a créé ce qu'on nomme les biocarburants, du carburant à base de matières végétales, comme la canne à sucre, le soja ou l'huile de palme. Là-bas, pour cultiver ces matières premières, on brûle, on détruit les forêts, en émettant des quantités énormes de CO2. Tout ça pour réduire les émissions de CO2 des voitures. En bref, une fausse bonne idée pour le climat. Pour sauver les forêts, il faut donc arrêter les moteurs de la déforestation. D'abord, l'Europe doit réglementer le marché du bois pour réduire son empreinte écologique et bannir le bois illégal. Ensuite, on doit arrêter de produire de l'huile de palme, du cuir, du soja et de nombreuses matières premières en sacrifiant les forêts tropicales et le climat mondial. Enfin, les pays industrialisés responsables historiques du changement climatique doivent financer la protection des forêts, de leur biodiversité et de leurs habitants. Au sommet de Copenhague, en décembre 2009, pour supprimer 20% des émissions mondiales de CO2 et préserver le climat, sauvons les forêts. Alors voilà donc une première vidéo qui a été réalisée par une association de défense de l'environnement, des animaux en général, etc. que vous connaissez bien, qui s'appelle Greenpeace. Et je vais vous en montrer une deuxième qui montre aussi les conséquences de la déforestation, c'est un peu la suite. Donc vous allez aussi mieux comprendre sous un autre angle, ça va revenir sur des choses qui ont déjà été dites, mais ça apporte aussi d'autres informations supplémentaires. Les forêts recouvrent aujourd'hui 30% des terres émergées dans le monde. Et jusqu'à 50 terrains de football de forêt auraient disparu chaque minute entre 2000 et 2012 à cause de la déforestation. Dans la plupart des cas, on défriche pour augmenter les surfaces cultivables. L'exploitation du bois, les feux de forêt, le surpâturage et le changement climatique sont aussi en cause. Le bassin de l'Amazone abrite la plus grande forêt tropicale au monde. Au Brésil,
Les satellites ont aidé à localiser les défrichements illégaux et à réduire drastiquement la déforestation de 80% après un record en 2004. Mais la déforestation reste un problème majeur. La disparition des forêts dans le monde a de nombreuses conséquences. Destruction de maisons, d'habitats pour la faune, réduction de la biodiversité, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, perturbation du cycle de l'eau et érosion accrue des sols. Face à ce problème, plusieurs actions peuvent être menées. Gérer durablement les forêts, replanter des arbres ou encore réutiliser et recycler les produits du bois. Selon l'ONG WWF, les forêts tropicales pourraient avoir complètement disparu dans 100 ans au rythme actuel de la déforestation. Et sans forêt, l'écosystème mondial pourrait s'effondrer. Donc voilà, donc cette vidéo elle est beaucoup plus courte. Voilà, elle a été réalisée notamment par WWF. Voilà. Alors, j'en arrive à votre mission donc du jour. Après tout ce on vient de faire, parce que vous avez vu pas mal de vidéos. Donc l'objectif c'est de faire un petit résumé écrit ou enregistré oralement, c'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone, écrire un petit peu ce que vous voulez dire et puis vous enregistrer avec le téléphone. Et m'envoyer ensuite votre fichier son, c'est tout à fait possible. À peu près 8 à 10 lignes pour résumer tout le problème de la déforestation et de la pollution que ça entraîne. Et l'objectif, c'est d'expliquer donc les causes pourquoi on déforeste et les conséquences. Le fait qu'on déforeste, ça a des conséquences principalement négatives dans le monde. D'accord ? Donc le sujet, c'est les causes et les conséquences de la déforestation dans le monde et notamment au Brésil. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui parce qu'on a vu pas mal de choses ensemble. Je ne vous fais pas encore écrire le résumé de notre étude de cas, on le fera la prochaine fois, quand on aura corrigé un petit peu ce petit résumé que je vous demande de faire. Et ensuite, on notera une sorte de petite synthèse, même une petite grosse synthèse sur ce qu'on a étudié sur le Brésil la prochaine fois. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous redis, n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Allez, bonne journée à tout le monde et à bientôt.